Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'OM Talking Geneva. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour parler de notre club, l'Olympique de Marseille. Si vous ne savez pas comment nous suivre, il n'y a rien de plus simple. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, AOM Nation Genève. Pour m'accompagner, vous connaissez, c'est une équipe magique, une équipe de passionnés. Tout d'abord, chaque semaine, celui qui vous donne son analyse technique et tactique lors de son verdict. Salut Raph. Salut à toi Rafi, salut à tout le monde. Il met le feu à la toile chaque semaine. Il décortique toutes les news, les infos transferts. Salut Flo. Salut à tous. Après chaque match, il sort sa calculette. Il donne les bons points et les mauvais points à nos joueurs. Salut Chris. Yo. Et enfin, chaque semaine, vous attendez son coup de gueule, son accent marseillais et sa voix chantante nous amène directement sur la canebière. Salut Richard. Bonsoir à tous. Salut les gars. Alors pour nous accompagner, quoi de mieux qu'un vrai passionné de football, de ballon rond. Vous le connaissez, il était dans plusieurs émissions télé. C'est un plaisir et un honneur de l'avoir avec nous. Nous avons l'immense honneur d'accueillir Pierre Niguet. Salut Pierre. Bonsoir à vous, bonsoir à celles et ceux qui nous regardent. Alors, je vais rappeler ton parcours. Donc, tu as été dans l'équipe TV, tu as fait des apparitions dans l'équipe d'Estelle, notamment. Oui, l'équipe d'Estelle, l'équipe du soir avec Olivier Ménard aussi. Ouais. Exactement. Et puis, on avait eu le plaisir de te revoir sur Téléfoot, la chaîne, où tu étais présentateur. Voilà, le nightclub en semaine, une aventure malheureusement un peu trop courte au goût de tout le monde. Malheureusement, mais c'est parti de remise. Allez, on va tout de suite découvrir ensemble le programme de cette émission. On va bien sûr débriefer le match contre Montpellier, ce nul 3-3. Il n'y a pas de fumée sans flot. Le verdict de Raph, le top et le flop de Chris. Pourquoi tu marronnes Richard. Le jeu des pronos OM Lorient samedi à 17h. Le dossier de la semaine qui sera un quiz, vous verrez, ça sera très amusant sur les joueurs lors des grandes finales de l'OM. Et en dernière partie, les questions pour notre invité du jour, Pierre. Allez, on va tout de suite revenir sur ce match nul 3-3 avec toi, Raph. Alors, ça a été un match, vraiment un ascenseur émotionnel, ce match. On a tout connu dans ce match. Au final, on en a eu à 3 partout. On a connu des émotions fortes, des émotions moins bonnes. Est-ce que pour toi, ce nul est logique ? Si on se place au niveau des stats et des actions de but, oui, il est logique, mais dans le contenu du match, il n'est pas du tout logique. Pour moi, Montpellier méritait plus une victoire de par sa domination et surtout parce que les joueurs de l'OM, on les sentait perdus sur le terrain. Ces 3 buts que je trouve assez sur des exploits individuels, ce n'est pas des actions construites en équipe. Merci Raph. Pierre, j'aimerais entendre ton analyse. 3-3 au final, après un match aussi fou que celui-là, est-ce que tu penses que c'est un résultat logique ? Je serai un petit peu moins dur que mon confrère d'avant. Je pense que c'est, oui, un match nul logique. Il ne faut pas oublier, on parle de stats, on parle d'occasion de but. Il ne faut pas oublier aussi la physionomie, l'égalisation montpelliéraine dans les dernières secondes. Et finalement, on aurait fait l'émission juste avant la dernière seconde. Ça aurait été une victoire olympique de Marseille. Donc oui, c'est un match nul. C'est un match qui a été débridé. Je n'ai pas forcément trouvé, au-delà du scénario, que c'était un match d'une grande qualité technique de la part des deux équipes. Moi, j'étais un peu frustré de la production tactique et technique de l'OM. J'ai guère plus aimé le jeu de Montpellier, donc peut-être que je suis dur. Il y a eu des buts, il y a eu un scénario à la Hollywood, mais ça n'a pas été un très grand match de foot et lui, il me semble mérité. Alors, pas un très grand match de foot, mais on va revenir encore sur un fait de jeu, sur un carton rouge avec toi, Flo, donc de Kaleta Tchar à la 62e minute. C'est le 9e carton rouge que l'OM prend cette saison. C'est un record en Europe. C'est 2 de plus que sur les 5 autres grands championnats européens. Voilà, c'est un truc de fou. Tous les cartons rouges qu'on s'est pris, enfin pas tous, mais plus du 3/4, c'est des gestes à éviter. C'est des gestes, des fautes qui sont inutiles, qui ne servent à rien. Notamment, du coup, ce carton rouge de Tchaïta Tsar. Pourquoi il fait faute maintenant ? Il y avait des défenseurs, enfin, il y avait des coéquipiers qui étaient derrière, qui pouvaient contrôler l'action. Lui, il décide de faire faute. En plus, loin du but. Sur le côté, c'est totalement inutile.
On peut même prendre aussi le carton rouge de Benedetto face à Bordeaux, c'était aussi inutile. Il veut juste découper le joueur. Finalement, sur les 9 cartons, il n'y en a que 2 qui sont discutables, celui de Gay face à Rennes et celui de Payet face à Lyon. Alors Pierre, on ne va pas se mentir, ce carton rouge de Caleta-Car est mérité. C'est une faute grossière. L'OM prend beaucoup de cartons rouges cette saison, en prend trop. Est-ce que tu as aussi une explication à nous donner par rapport à cela? Des explications et pas des excuses. Les explications, on les connaît. C'est l'instabilité chronique qu'il y a avec 3 staffs techniques différents, avec évidemment une saison qui est très compliquée, avec une Ligue des Champions qui, je pense, vous le savez mieux que moi, a énormément affecté le moral des troupes. Et c'est les échos que j'ai un peu eu aussi de la part des agents ou certains joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est souvent des rouges qui sont liés à une crispation, à une nervosité. Après, c'est lié aussi intrinsèquement à la nature des joueurs qui le prennent. Voilà, Dougé Caleta-Car et Alvaro González, c'est pas des poètes. Alors, ça peut enflammer le Vélodrome, même si le Vélodrome est vide en ce moment. Mais très franchement, c'est des cartons aussi qui sont liés à un manque de maîtrise technique. Je reviens à cela. Et moi, vous suivez plus l'homme que moi, donc je ne veux pas dire que j'ai raison, mais il y a quand même un manque de technique. Et en foot, quand vous n'avez pas la technique, vous compensez par des gestes. Et on l'a vu encore en Ligue des Champions, même sur certains matchs européens ces derniers jours. Quand vous n'avez pas la technique, vous faites des fautes. Donc l'OM manque de technique, manque de maîtrise technique et fait des fautes grossières. Soit c'est un manque de maîtrise technique, soit c'est un signe de nervosité évident. Moi, je me pose quand même la question si ce n'est pas aussi un souci dû au fait que l'OM est peut-être un des clubs de Ligue 1 qui met le plus de pressing. Et de par en fait ce jeu en fait qui est vraiment toujours porté sur un côté très agressif, si on le paye pas aussi avec tous ces cartons rouges. Maintenant, d'avoir carrément le record d'Europe, certainement pas non plus, quoi. Ok. On en va enchaîner avec toi, Richard. On va parler de Jorge Sampaoli à la fin du match qui a déclaré qu'il y avait un pas en avant dans le jeu, que les intentions et les émotions étaient là. Est-ce que tu es d'accord avec ces déclarations? Oui et non, parce que d'un côté, il y a des tentatives de jeu, notamment de la part de Payet. Et il a quand même pas mal de passes décisives sur les derniers matchs, même si c'est sur coup de pied arrêté la majeure partie du temps. Mais notamment contre Montpellier, il a quand même essayé de faire des combinaisons. En trio, ils ont essayé avec Enrique et Milik devant de créer du jeu. Donc, je suis un petit peu plus satisfait par Payet, mais on est encore loin du compte. Comme le dit notre invité, on a un manque de technique, un manque technique et tactique. Et finalement, voilà, ça s'en ressent, on le ressent sur le jeu. Et quand on ne crée pas d'action, on ne marque pas de but. Et si on ne marque pas de but, on peut perdre un match où il peut nous arriver la mésaventure qui nous est arrivée, parce que il ne faut pas être trop sévère. Sur ce match-là, on ne fait pas un mauvais match. On s'est bien battu. Sauf que, voilà, on prend ce but à la dernière minute. Donc, il y a une avancée d'un côté, et d'un autre côté, il y a encore de très grosses lacunes à travailler. Donc, je crois que Sampaoli doit faire un gros travail encore sur les joueurs, mais pas que sur tout ce qui est technico-tactique. Il doit faire un travail sur leur mental, parce qu'il y a vraiment un problème mental depuis quelques mois. Alors, Pierre, je voudrais entendre ta réaction par rapport à ça. Juste avant Montpellier, on avait eu ce match contre Dijon qu'on avait gagné, on va dire, sans la manière. Est-ce que tu as trouvé quand même que dans l'intention, il y avait une meilleure intention, notamment offensive, ou tu n'as pas été plus emballé que ça? Moi, j'ai pas mal de mansuétude sur les adaptations tactiques. On l'a dit, c'est un troisième staff technique qui arrive. Là, il y a un système tactique qui est très particulier, une défense à 3. Et j'ai souvent parlé aux joueurs, ils vous expliquent qu'il faut intégrer cela. Quand vous regardez, Lirola n'est pas mauvais à droite, mais quand c'est Luis Enrique qui joue sur le côté gauche, ce n'est pas du tout ses habitudes. C'est un jeune joueur, évidemment, qui n'a aucun repère à gauche. Je pense que Payet, qui est recentré aux côtés de Milik, ça va être son 3e ou 4e poste de la saison, même si le garçon a de l'expérience. Ça change énormément au gré des suspensions, on l'a dit juste avant. Donc, tactiquement, je comprends que ça balbutie. Oui, en termes de mental, en termes d'état d'esprit, il y a un mieux. Et je ne vais pas être rabat-joie, mais quand vous regardez dans les clubs, quand il y a un changement d'entraîneur, que ce soit Sampaoli ou un entraîneur de 3e division, il y a toujours un mieux. Il y a un effet psychologique. Vous lui montrez que vous êtes meilleur que sous Larguet ou sous Villas-Boas. Donc là-dessus, l'état d'esprit, il est un peu meilleur, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, la production offensive contre Montpellier n'a pas été mauvaise. Moi, j'ai l'impression d'être un peu négatif avec vous depuis le début de l'émission. Mais je trouve, par exemple, que Milik, très franchement, a fait un gros match et que Milik a un niveau. Je n'ai pas les informations mercato, mais s'il reste à l'Olympique de Marseille la saison prochaine, ce serait extraordinaire
pour l'équipe de l'Olympique de Marseille parce que vous avez là une qualité technique assez extraordinaire. Voilà, j'ai vu par exemple une relation Milik-Payet meilleure. J'ai vu un Pape Gueye qui a apporté offensivement dans son rôle de sentinelle qui a été pour moi l'un des meilleurs joueurs. Donc il y a évidemment un petit peu mieux. Mais pour moi, très franchement, messieurs, là on prépare la saison prochaine. C'est-à-dire que les 6 matchs qui restent, c'est une préparation pour début août, hein, c'est sûr. Alors, préparation de la saison prochaine. On va parler un petit peu d'avenir avec toi, Flo. Il y a eu un petit événement, le premier but de Lucas Perrin, notre minot. Allez, on va essayer de s'emballer vu qu'on n'arrive pas à s'enflammer. Est-ce qu'on peut imaginer un jour qu'il soit titulaire dans cette équipe? Il passe du centre de formation à titulaire dans cette équipe, comme Bouba Kamara. Et on va s'enflammer. Bienvenue au FC Enflammade. L'OM, c'est le FC Enflammade. À chaque fois qu'il y a un bon joueur qui fait un gros match, qui marque un but, on veut le mettre titulaire à tous les coups. Calmez-vous. Il a 22 ans, il me semble, 21, 22. Laissons-le jouer quelques matchs. Il va certainement jouer le prochain match face à Lorient. Voilà, laissons le temps faire, quoi. Ok, Flo. Alors, tu nous parles de Lorient. On va en parler avec toi, Chris. Donc, samedi, l'OM va rencontrer les Merlus de Lorient. Attention à ce match. Match piège, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que doit faire l'OM pour battre cette équipe qui joue sa peau et sa survie en Ligue 1? Oui, c'est ça. Alors, ça a tout du match piège. Ça va être compliqué, hein. Après, il faut voir quelque chose moi, qui m'intéresse, c'est que j'ai vraiment l'impression que l'OM enfin Sampaoli plus particulièrement, a vraiment passé une nouvelle étape au niveau de l'entraînement. On voit que les entraînements sont très, très durs. C'est vraiment impressionnant et il y a beaucoup d'intensité. Après, d'ailleurs, je me pose la question de savoir si ils vont quand même réussir à tenir les matchs et si physiquement ils vont pouvoir tenir, parce que bon, avec AVB avant, c'était quand même beaucoup plus tranquille à ce niveau-là. Donc voilà, donc on va voir un peu peut-être les premiers résultats de ces entraînements intensifs. Et moi, je me dis qu'il va falloir vraiment jouer un très grand match. Sampaoli disait en conférence de presse que justement, ce qu'on soupçonnait, hein, que là, en fait, c'est un grand banc d'essai actuellement par rapport à sa philosophie, voir avec quels joueurs ça prendrait. Et que du coup, en fait, finalement, ils s'en fichaient un petit peu des scores et de ce qui allait se passer, que vraiment, ce qui l'intéressait le plus, c'est ce qui allait se passer sur le terrain. Donc, on espère que justement voir du beau jeu, déjà, comme Sampaoli le souhaite. Et puis, effectivement, moi, je pense que s'il y a du beau jeu, il y aura peut-être des buts et du coup, une victoire. Alors, pardon, Pierre, rappelons que l'OM sous Sampaoli a gagné ses 3 matchs à domicile. Est-ce que pour toi, OM Lorient, ça peut être un match piège pour les joueurs olympiques? Alors, je fais juste une parenthèse sur l'aspect physique. AVB, c'était plus cool parce qu'il y a aussi une gestion du temps de jeu, hein. Quand vous avez 2 matchs par semaine, la Ligue des Champions, ça vampirise tellement d'énergie. Moi, je ne me fais pas trop d'inquiet sur l'aspect physique des staffs, hein. C'est souvent comme ça. Le J-1, ils ne travaillent pas. Jour J, ils seront présents. Ils ont un match par semaine. Franchement, sur l'aspect physique, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'ils puissent payer les efforts produits à la commanderie en semaine. Moi, pour vous parler de Lorient, pour le coup, je peux en parler assez facilement parce que sur Téléfoot, on a diffusé les matchs jusqu'à mi-février. C'est une équipe que j'ai énormément vu jouer. Et c'est une équipe que j'ai beaucoup appréciée. J'adore Pélissier. C'est une équipe qui est organisée un peu sur le même schéma tactique, qui a 3 défenseurs centraux, qui a un attaquant de Terem Moffi qui est très bon, qui a des joueurs, des jeunes joueurs, notamment Enzo Lefebvre, qui est très technique, un garçon comme Chaloba au milieu de terrain aussi, et quelqu'un de très efficace. Donc voilà, si Lorient joue sa survie aujourd'hui en Ligue 1, c'est parce qu'ils ont complètement raté leur première partie de saison. Mais je peux vous dire que sur la deuxième partie de saison, depuis janvier, ils sont là. C'est une équipe qui a battu le Paris Saint-Germain Moustoir et qui a mérité de gagner. C'est une équipe qui avait tenu Lyon en échec également à domicile. Donc, je ne vais pas vous brosser de portrait de la bête noire ou de la bête orange plutôt, mais c'est foncièrement une équipe qui joue au ballon et qui joue bien. Et le fait que ce soit aussi 3 défenseurs centraux qui viennent au Vélodrome, il y aura un aspect tactique similaire qui est toujours compliqué à appréhender. Merci pour tes conseils et tes remarques, Pierre. Alors, méfiance à cette équipe de Lorient. La première partie de cette émission est terminée, chers amis d'Instagram. Rejoignez-nous sur YouTube pour revoir la suite. Nous sommes avec Pierre Niguet. On passe à la deuxième partie de cette émission. Il n'y a pas de fumée sans Flo. Donc, on va revenir avec toi, Flo, tout d'abord sur ce transfert de Maxime Lopez, donc, qui est officiel, donc qui est officiellement un joueur de Fast Football. Donc, c'est plus ou moins officiel. Il a joué le nombre de matchs qui étaient requis pour que Sassuolo achète Maxime Lopez. Donc, l'option d'achat, ça serait environ entre 1 et 3 millions. On ne sait pas encore. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce transfert, toi, personnellement? Moi, personnellement, je suis dégoûté parce que
dit déjà, c'est un joueur du centre de formation, donc ça peut aider notamment par rapport à l'enregistrement pour les Coupes d'Europe, donc peut-être dans 2 ans ou la saison prochaine peut-être. Ensuite, c'est un joueur qui est assez compatible avec le système de Sampaoli, donc qui pourrait apporter du jeu, qui est un milieu créateur. Et en fait, on a besoin de ça. On a vu que Gay, quand il a réussi à être un peu plus créateur, ça a marché. Mais voilà, on va quand même lui souhaiter bonne chance et de la réussite avec Sassuolo et aussi dans ses futurs projets, et notamment avec sa salle de sport qu'il a ouverte à Marseille, qui s'appelle Espace Training 360. Exact. Bonne chance à Maxime Lopez. Oui, Richard, rapidement, s'il te plaît. Moi, je voudrais féliciter l'OM de s'être bien séparé de Maxime Lopez, parce que j'ai assez souffert pendant toutes les années où il était là d'avoir un trou au milieu de terrain. Eh ben oui, mais vous n'êtes pas d'accord, les garçons, mais c'est mon avis, vous devez le respecter. C'est un garçon qui n'a pas le niveau. Que vous le vouliez ou non, il ne se retrouve pas à Sassuolo par hasard. Si c'était un grand joueur, il serait dans une équipe comme Newcastle ou minimum, mais pas Sassuolo, les gars. Oui, alors moi, Richard, quand je t'entends dire ça, dire que Sassuolo, sur ces dernières années, est moins grand que Newcastle, c'est que tu ne regardes pas beaucoup le foot étranger, parce que Sassuolo joue un jeu mais très séduisant, et Newcastle, bah oui, c'est un maximum, mais c'est pas non plus folichon. Ils sont classés combien, rappelle-moi? Alors, messieurs, on va j'ai pas les continuer. classements, mais Alors, messieurs, on va continuer à parler de l'OM. Donc, on revient avec toi, Flo, sur cette rumeur de Romain Perraud, le joueur de Brest. C'est quelque chose que j'ai appris par Instagram par rapport au Daily Mail. Mais c'est un joueur qui revient assez souvent quand même, selon les supporters. Mais du coup, j'aimerais bien le vérifier ici. Raph, pour toi, s'il y avait 2 joueurs quand même à choisir à Brest, tu choisirais qui? alors moi, de toute façon, on en a souvent discuté avec toi, Flo. Moi, je prendrais bien Cardona et Larsonneur pour deux raisons très évidentes. C'est que l'année prochaine, on n'est pas sûr d'avoir encore Milik comme attaquant, et je trouve que Cardona est un très bon attaquant de Ligue 1. Et Larsonneur, parce que Mandanda m'a envoyé dans une saison de transition, et je trouve que c'est un très bon joueur qui peut être à très bon prix. Donc, dans ces 2 objectifs-là, ce serait pour moi 2 joueurs parfaits. C'était Perraud. C'est la rumeur Perraud. On sait qu'on a besoin d'un latéral gauche parce que Nagatomo et Amavi sont en fin de contrat. Donc, c'est peut-être pour préparer le futur. Alors, Romain Perraud, ça serait bien à l'OM, Pierre? Ah oui, ce serait très bien. Après, les informations du Daily Mail, je pense qu'ils ont dû donner une bonne info en 30 ans, donc il faut faire un peu attention à ce que dit le Daily Mail. Après, Romain Perraud, sur le niveau intrinsèque, oui, avec ce que fait Fèvre à Brest, il surperforme cette saison. Je ne connais pas assez le garçon pour savoir s'il aura la capacité à supporter la pression intrinsèque à l'Olympique de Marseille, mais il a le niveau pour être à l'Olympique de Marseille, même si aujourd'hui, si on devait faire une hiérarchie, je pense que Jordan Amavi, certes, tu as rappelé sa situation contractuelle, mais Jordan Amavi est meilleur aujourd'hui que Romain Perraud au poste de latéral gauche. D'accord, merci. On continue, Flo, avec toi, avec la rumeur d'un joueur mexicain, un attaquant, José Juan Macías. C'est une rumeur qui venait cet été, qui est revenue un peu cet hiver aussi. Là, c'est Radio Formula, donc je ne connais pas du tout le journal, la radio, mais qui a sorti que Chivas demandait 10 millions d'euros pour José Juan Macías. Voilà, on est un peu dans le flou niveau attaquant. C'est une rumeur qui revient. On était assez hype, les supporters cet été, donc pourquoi pas. Ok, et on va parler… Oui, Chris, pardon? Oui, très rapidement pour dire que Macias était effectivement la super rumeur l'été dernier, et c'était vraiment quelque chose que on voulait tous le voir. En fait, on a commencé à regarder toutes les vidéos et tout sur Twitter. Et ouais, voilà, donc c'est marrant que ça revienne. Et effectivement, ça serait chouette cette fois-ci que ça se fasse, parce que comme ça, on serait tout content de voir notre Macias qu'on attendait tous. Ok, alors on a parlé du rayon des arrivées. Au rayon des départs, la rumeur du départ de Caleta-Car à Liverpool refait surface. Donc, Liverpool serait revenu à la charge avec une offre de 26 millions d'euros. Donc, toi, Flo, tu le laisserais partir à combien? Serait, mais plutôt pourrait. Mais ouais, 26 millions, c'est bien. 26 millions, je le laisse partir. Je l'amène à l'aéroport. Emballé, c'est bien. Hein, parce que bon, s'il continue les matchs comme il a fait le dernier match, on n'en veut pas, quoi.
Oui, c'est vrai. Alors, vous, Pierre, vous le laisserez partir à combien? À moi, 26 millions, je vais sur le vélo, je ne sais même pas l'aéroport que je l'emmène, hein, c'est directement jusqu'à Liverpool. Non, franchement, après, c'est le marché anglais qui est dérégulé. On a vu que, encore une fois, j'ai regardé le match hier, Liverpool, ils ont des grosses carences au poste de défenseur central. Mais très franchement, on imagine dans la rotation quand Van Dijk va revenir, quand Gomez va revenir à Liverpool. Ça me semble un peu surréaliste. Après, pour parler Liverpool rapidement, j'ai toujours souvenir de Lovren que j'avais vu jouer à Lyon dans les années 2000. Je peux vous dire que j'ai l'impression qu'il n'est pas à niveau. Et ensuite, j'ai vu Lovren remporter la Ligue des Champions avec Liverpool. Donc, il ne faut jamais avoir de certitude sur l'avenir. Kyle Thatcher va peut-être se révéler. Mais très franchement, 26 millions d'euros en juin pour Kyle Thatcher, vu les finances de l'OM, il faut évidemment le vendre sans hésiter. Merci, Pierre. Alors, Flo, on t'écoute. Petite nouvelle, j'ai appris ça hier. Du coup, félicitations à Chay Tatsar et sa compagne Adriana Djurdjevic, il me semble, qui vont avoir un enfant bientôt. Donc, félicitations à eux. Félicitations à eux. On va parler avec toi, Chris, d'une nouvelle à peu éventuelle arrivée. Donc, d'un nouveau directeur de la stratégie de l'OM, Pablo Longoria, commencerait à s'entourer. Oui, tout à fait. Alors, c'est une info qui est sortie via l'équipe d'abord. Alors, notamment, en fait, il y aurait eu un recrutement d'un bras droit de Pablo Longoria, à partir duquel, en fait, toute une cellule, en fait, plus gestion de l'OM se baserait. Alors, il s'appelle Pedro Iriondo. Voilà. Alors, c'est rigolo parce qu'il vient un peu de chez nous. Hein. Il vient de Zurich, plus précisément, vu qu'il va y travailler à la FIFA. Et alors, là, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quoi il était spécialiste à la FIFA. Il était vraiment spécialiste dans tout ce qui concerne le numérique dans le sport, particulièrement, tous les aspects stratégiques liés à ça. Et il faut bien voir, c'est-à-dire que c'est un côté où on est vraiment nul à l'OM, c'est bien ça. Alors, c'est assez drôle parce que je vois toujours beaucoup de supporters qui disent oui, JHE, ils pensent qu'à faire une start-up de l'OM. Alors, ce que j'aime toujours dire, dans ce cas, ça serait une très, 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 très mauvaise start-up, l'OM, parce que vraiment, on est à la ramasse. Surtout ce qui concerne les réseaux sociaux, on s'est fait dépasser, par exemple, par Paris Saint-Germain de manière complètement dingue. Même simplement d'essayer, pour moi, de viser, par exemple, le Borussia Dortmund ou des choses comme ça serait quand même pas mal, parce que là, on est vraiment très loin. Et je pense qu'avoir une recrue comme ça, qui soit vraiment spécialisée là-dedans, soit bien. Et il faut rajouter à cela que, en fait, cette personne-là, en fait, viendrait un peu chapeauter le recrutement de quelqu'un notamment dans les finances, quelqu'un dans la communication. Il faut rappeler que l'OM n'a toujours pas de directeur de communication depuis le renvoi du précédent. Et puis, quelqu'un aussi qui s'occuperait également de la stratégie. A priori, la stratégie, ce serait ce monsieur Griando, justement, qui s'occuperait à l'OM. Ok, merci Chris. On passe à la troisième partie de cette émission, le verdict de Raph. C'est cette partie un peu technique. Alors, on va revenir avec toi, bien sûr, Raph, sur le match contre Montpellier. Donc, pour commencer, si tu devais comparer l'OM, faire une comparaison à l'OM, ce serait à quoi? Écoute, moi déjà, je diviserai en trois comme dans un travail de groupe, quand on est à l'université ou au lycée, avec un qui est toujours au taquet, qui a toujours bien bossé, qui rend les devoirs dans le délai, celui qui bosse, mais voilà, normalement, où il fait le strict minimum, et puis celui qui est en retrait, qui rend les trucs en retard, tout ça. Et j'ai trouvé assez rigolo quand on analyse comme ça l'OM. En fait, sur chaque match, ça change. Par exemple, ce match-là, face à Montpellier, je trouvais que l'attaque était assez bonne, a créé beaucoup de choses. Les milieux sont constants et la défense était à la ramasse comme pas possible. Alors que face à Dijon, c'était l'inverse. L'attaque était le mauvais élève, le milieu était toujours l'élève moyen et la défense était vraiment très bonne. Ok. Alors, le milieu, tu dis que le milieu est toujours bon. Est-ce qu'au final, c'est quelque chose d'assez encourageant ou pas? J'ai envie de dire que ça montre une certaine régularité à travers les matchs et cette régularité, elle passe par un joueur et plus un autre. C'est Bouba Kamara et puis Gay qui confirme. Les deux sont très bons, il y a une certaine régularité. Et ce que je trouve intéressant, c'est le fait que si tu rajoutes, par exemple, un Cuisance, il est assez complémentaire parce qu'il va plus se projeter vers l'avant. Et du coup, il y a une assurance défensive avec Cuisance non, avec Gay et Camara, pardon. Et si tu fais rentrer un autre joueur, par exemple Rongier, tu pourras peut-être plus laisser Gay partir ou ça peut te permettre de contrôler le match. C'est assez intéressant parce que ça te permet de t'adapter en fonction de la physionomie. Pierre, pour toi, sur les derniers matchs de l'OM, et notamment le dernier, est-ce qu'on a toujours eu
ou l'attaque ou la défense qui a pêché? Mais moi, je suis pas très friand de séparer les secteurs de jeu comme ça, comme je viens de l'entendre. Attaque, défense ou milieu, tu ne peux pas les séparer intrinsèquement. Je fais une toute petite parenthèse. Si on voit le Paris Saint-Germain fort en attaque, pourquoi? Il y a aussi parce qu'il y a le travail des latéraux qui montent, c'est-à-dire que le secteur défensif vient aider les attaques. Une équipe qui défend bien, ça part du travail de remplacement des attaquants. Je ne veux pas faire un cours tactique, je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est un peu dangereux de séparer les deux. Si l'attaque est bonne et que la défense est moins bonne, bah c'est peut-être aussi parce qu'en défense, Milik ou Payet ont fait tellement d'efforts à la Mosson qu'ils n'ont pas fait l'effort défensif et que la défense s'est retrouvée aussi un petit peu seule. C'est aussi parce que Lucien Enrique joue à un poste aussi qui n'est pas forcément le sien. Je trouve que c'est beaucoup plus global en fait sur l'analyse. Oui, l'attaque, le secteur offensif, et je suis d'accord avec toi, Raphaël, a été plutôt bon à la Mosson, c'est plutôt encourageant. Mais Thauvin dans ce poste-là, est-ce que lui, il aura envie de jouer toujours un petit peu au cœur du jeu? J'en suis pas sûr. Est-ce que Milik et Payet auront beaucoup de matchs ensemble? J'en suis pas convaincu. J'ai trouvé que Balerdi, par exemple, confirme. Je n'étais pas très fan du joueur ces derniers mois. Je trouvais qu'il a fait un très bon match défensivement à la Mosson avec Mandanda. Donc, tu vois, Balerdi, Mandanda, c'est peut-être les deux meilleurs joueurs marseillais à la Mosson avec Gaï. C'est trois joueurs qui font partie du secteur défensif. Somme toute, on ne parle pas des attaquants. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours nuancer un petit peu, je trouve, sur ce type de décryptage, en fait. Alors, merci pour ton analyse, Pierre. Raph, on vient d'entendre Pierre qui lui, ne veut pas séparer en fait l'attaque, la défense et le milieu. On va quand même revenir avec toi sur ces deux qui étaient sur l'attaque et la défense qui étaient assez problématiques pour toi. Comment tu peux expliquer cela? Oui, alors je comprends. Oui, j'ai un peu la même vision que Pierre. Ce que j'ai voulu vraiment faire, c'était séparer pour montrer vraiment les trois compartiments de jeu un peu de manière vulgaire, un petit peu. Il n'y a pas d'analyse tactique très approfondie. Mais là où je voulais montrer qu'il y avait un peu des déséquilibres, c'était vraiment en attaque où il y a des matchs où les attaquants passent complètement au travers. Et à ce moment-là, bah, là, la défense, bah, étonnamment, elle est super bonne. Et le match face à Montpellier, je trouvais que les attaquants, justement, mettaient un peu de pression sur les lignes adverses. Et bah, la défense n'était pas sereine. Et je pense qu'il y a un truc qui est assez important dans ces deux lignes, du moins si on prend le foot en général, c'est que la plupart des joueurs, que ce soit en attaque ou en défense, ils ne savent pas s'ils sont encore là l'année prochaine. Donc je pense qu'ils ils sont pas totalement là dans leur match. Ils ont un peu ce système de se dire est-ce qu'il faut que je joue bien pour me faire remarquer par d'autres clubs ou est-ce que je veux rester ici? Ça cogite dans leur tête et je trouve que c'est à deux éléments clés et que toutes ces incertitudes, ça te plombe l'équipe et je trouve que ça amène ces irrégularités. Alors, ce que vient de nous dire Raph, Pierre, l'incertitude des joueurs olympiens, à savoir s'ils seront là ou pas la saison prochaine, forcément, ça peut avoir une influence sur le moment présent. Bon, ça, c'est sûr, oui, évidemment, tu as raison, c'est un débat vieux comme le monde, mais ça même dans votre sphère à vous, sur votre travail, si vous savez que vous n'allez pas avoir de travail en juin, vous allez peut-être être moins bon au boulot, au contraire, vouloir montrer plus à votre patron. Voilà, j'ai eu l'occasion, la chance de parler avec beaucoup de footballeurs qui ont pris leur retraite récemment, les Nico Douchez, les Christophe Jallet, les Benoît Chirou, j'ai côtoyé à Téléfoot. Oui, ils vous le disent tous, quand ils sont en fin de contrat, quand ils sont blacklistés, c'est plus compliqué, c'est là où les blessures interviennent. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'Amavi se blesse, mais ça peut aussi jouer dans les têtes. Évidemment que le fait d'avoir une incertitude à la fois sur le projet de l'Olympique de Marseille, parce que même les joueurs qui pensent rester, c'est compliqué, et ceux qui sont en fin de contrat, ça joue sur le rendement sur le terrain, en positif ou en négatif, mais j'ai tendance à penser que c'est plutôt en négatif. Ok, merci à toi Pierre. On passe à la quatrième partie de cette émission, le top et le flop avec toi Chris. Oui, alors voici la partie que vous attendiez le plus, le top et le flop. Alors, on revient à la question habituelle, parce que là, attention, là, il y a des choses incroyables qui se sont passées sur ce match-là. Hein. Je crois que j'ai rarement vu des si gros écarts au niveau des chroniqueurs. Et puis, alors, vous allez voir les supporters de l'OM Nation Genève, les notes, il va falloir aussi passer un petit moment dessus, parce que vous allez voir, c'est très, très, très surprenant tout cela. Alors, question habituelle, qui, à votre avis, a été le plus généreux d'abord? On va commencer par le plus généreux. Ah, c'est Flo. Sur ce match-là. Non, c'est pas Flo. Alors justement, je rigolais. Richard, moi, je pense. J'en rigolais avec Flo. Je disais Flo, pour une fois, il a la moyenne des chroniqueurs, figurez-vous. Donc voilà. Eh ben non, c'est effectivement Richard. Richard, t'as été gentil, toi. Mais t'as pas vu le match, c'est pour ça. Il était super Oui, gentil. j'ai vu le match, mais je voulais pas être sévère parce qu'ils se sont quand même battus. Ils ont essayé, et d'ailleurs, ils perdent pas le match. Et on n'était pas loin de le gagner. Donc, j'ai voulu. Bon, voilà, Payet, il a donné quelques bons ballons. Milik, il marque un beau but.
voilà, donc j'ai voulu donner quelques encouragements à cette bonne équipe de l'OM actuellement. Oui, effectivement, tu as été vraiment de loin le plus généreux. Et enfin, alors voilà, il y a Il y quelqu'un en qui a arrive. une que j'ai tuée, mais on y viendra après parce que c'est ma partie. Ouais, bah, tu verras que c'est pas toi qui l'as tué le plus, en passage. Mais bon, on Ah y ouais viendra après. Ouais. Alors après, il y a quelqu'un qui a vraiment voulu tuer le game parmi les chroniqueurs. Lui, c'est sûr, il voulait avoir les pires notes. Il voulait se faire remarquer. C'est pas possible autrement. À votre avis, qui c'est qui a été vraiment le plus méchant sur ce match-là? Sniper du jour. C'est Raph. Ouais. C'est ça, c'est Raph. Alors Raph, il faut qu'on ait quelques mots quand même là, parce que 3,5 de moyenne aux joueurs. Oh, il a qu'est-ce eu qui t'arrive, Raph? 3,5 de moyenne. Mais sérieusement, j'ai été très déçu par la qualité technique du match. Et pourtant, après, j'ai regardé un peu partout ce qui se disait pour voir les analyses, essayer de trouver un peu du bon. Mais j'ai vraiment été déçu parce que peut-être que j'en attendais beaucoup de ce match et parce que j'ai peut-être été un peu trop impressionné par ce qu'a fait Montpellier. D'accord. Bah alors, maintenant, on va Montpellier, ils n'ont passer pas un été peu. bons. Hein. Ouais. Bon. On va passer maintenant aux OM Nations Genève. Alors, les OM Nations Genève. Alors, eux, c'est un truc de fou. Ils ont mis 4 de moyenne pour les joueurs. Alors, d'ailleurs, j'aimerais au passage remercier Jean Gaffan, Nidal, Vincent et Richie, qui ont tous les 4 noté pour ce match. Alors, eux se sont lâchés. Hein. Alors, Jean Gaffan, il a mis un 0 à Tovin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a marqué? Oui, c'est mon copain, lui. C'est mon copain. Douillet Kaletakar, il s'est pris 1,3 de moyenne sur les 4 notes. Hein. Donc 1, 2, 1, 1. Donc, ouais, voilà. Donc, ils se sont mis vraiment des grosses bâches, nos amis d'OM Nation Genève. Le seul qui s'est pris une bonne note, c'est Milik, voilà, qui est la meilleure note, qui a eu 6. Voilà, ils leur ont tous mis 6. Donc, voilà. Pour l'OM Nation Genève. Maintenant, quels sont les tops et quels sont les flops? Donc, Pierre, je viens vers toi. Qu'est-ce que toi, tu verrais dans ton top 3 sur ce match-là? Qui c'est que tu mettrais en premier? Alors, je fais juste une parenthèse, c'est un match aussi que l'OM a joué un tiers du match à 10 contre 11. Je trouve que ça nuance aussi les discours et les analyses sur la qualité technique quand on joue à 10 contre 11. C'est compliqué, surtout vu l'attaque de Montpellier. Moi, dans mon top 3, alors je ne vais pas faire de classement, pardon, mais je vais quand même te donner les 3 joueurs que j'ai préférés sur ce match-là. Je laisse sur Mandanda, parce que sans Steve, je pense que la saison elle est archi différente et il a encore été au rendez-vous, même s'il prend 3 buts. Je l'ai dit, j'ai bien aimé la prestation de Balerdi. Voilà, je trouve qu'il prend de l'ampleur dans cette défense à 3. Ça le sécurise d'avoir 2 copains à côté de lui. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, donc je reste cohérent avec ce que je dis. J'aurais pu dire Gay, mais je reste sur Milik. Je trouve c'est un attaquant racé qui est au-dessus du lot. Voilà. Il est au-dessus du lot de cet Olympique de Marseille, au-dessus du lot de beaucoup d'attaquants de Ligue 1. Il n'a mis peut-être qu'un but, mais très franchement, sur les prises de balles, sur le travail de haut but, il est au-dessus du lot. Donc, je mets Milik dans mon top 3. Alors, mais on est raccord. On est raccord. Il y a juste une petite différence, c'est que nous, on a plutôt mis Gay. Voilà. Donc, premier Mandanda, ex-aequo et Gay. Voilà. On arrive à 5,9 de moyenne en prenant tous les chroniqueurs plus OM Nation Genève. On arrive à 5,9 de moyenne. Et puis, voilà, Milik qui arrive à 5,8, donc juste après. Donc, voilà. Donc, Mandanda, Gay, ex-aequo, puis Milik pour notre top 3. Et puis donc, je vois qu'on est raccord avec juste Balerdi en plus pour toi. Ouais, nous, Balerdi, il a un 4,4. C'est pas si mal. Hein. Il n'est pas non plus très loin. Gay, excuse-moi, Gay, il le mérite quand même parce que ça fait 2 matchs qu'il organise le jeu. Hein. C'est lui qui organise le jeu. Je le vois presque numéro 10 à certains moments. Hein. Donc, il défend, il récupère, il ratisse. Et en plus, après, il enclenche les actions, hein, les attaques. Hein. Donc, là, il prend de l'ampleur, le garçon. C'est un bon premier. Donc, maintenant, passons au flop. Pierre, je reviens de nouveau à toi. Qui c'est que tu verrais, toi, dans ton flop? J'en vois 2 évidents, à mon sens. Hein, c'est Chalet Alchar, parce que c'est lui qui casse le match complètement. On l'a assez évoqué, c'est trivial de le dire, mais tu ne peux pas faire ce type de geste à ce niveau-là, la compétition, à ce niveau-là du match. Et puis voilà, Luis Enrique, il a une mansuétude parce qu'il découvre le poste de piston gauche dans une défense à 5, il a 19 ans, mais très franchement, il n'a pas été bon. Voilà. Mais encore une fois, lui, il a plus d'excuses que le Croate. D'accord, et tu n'en aurais pas un troisième dans le lot où tu n'en vois que 2? Je n'ai pas particulièrement apprécié le match de Thauvin. Voilà, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je pense qu'au cœur du jeu, ce n'est pas son poste. Je préfère Flo Thauvin sur un côté, il provoque. Le mettre ça le bride un peu d'être comme ça. Il n'a pas fait un mauvais match,
mais c'est peut-être l'offensif qui a moins marqué de points à la Mosson sur cette rencontre. Oui, alors on est complètement raccord encore une fois. Donc nous, on a mis Douillet Kakar premier flop avec 2 de moyenne. Alors c'est vraiment bas, hein. Donc il a 1 de Raph, 2 de moi, 2 de Rafi, 2 de Flo, 4 de Richard qui a presque fait le sauver. Mais attention, comme je vous ai dit, l'OM Nation Genève lui a mis 1,3 de moyenne. Donc il finit avec 2. Voilà. Ouais, mais c'est normal. T'as vu, je suis désolé, quand on voit le tacle qu'il met, c'était logique, le rouge, il y avait une nonchalance. Je trouve qu'il est ailleurs. C'est dommage, c'est un joueur que j'adorais, mais il Ouais, est pareil. ailleurs. À Il la joue pas relance, le ballon. Il est lourd comme un camion. Hein. Ouais, mais il joue pas le ça, ballon et c'est- derrière, il met un coup de coude. Le rouge, c'est sûr, il est valable. Il n'y a pas de discussion. Je rejoins Pierre sur ce qu'il a dit. À ce moment du match, tu ne peux pas te permettre de faire une faute comme il a fait. Et la faute est grotesque. Le geste est. Enfin, voilà, le rouge est totalement mérité. Il y avait autre chose à faire que faire cette faute. Moi, j'aurais juste voulu voir, parce que je me souviens, j'ai tweeté ça quand j'ai vu le match Leeds-Manchester City, quand le joueur de Leeds prend un carton rouge, la furie de Bielsa, sur un geste qui était encore moins, qui était un peu plus maîtrisé du défenseur. Je me suis dit, si Tchaleta Tsar était avec Bielsa dans le vestiaire, mais il aurait passé par la fenêtre, à mon avis. Ah ouais. Oui, parce que la faute est grave. Elle est grave pourquoi? Parce que tu finis à 10 et tu peux te dire que tu prends ce 3e but alors que tu menais, que tu étais victorieux finalement. Et que peut-être si on ne se retrouvait pas à 10, peut-être on n'aurait pas pris ce 3e but. Donc tu peux considérer que la faute est grave quand même. Alors ensuite, on a le cas Thauvin. Alors Thauvin, c'est intéressant parce que voilà, il y en a certains qui le tuent, d'autres qui sont un peu plus gentils avec lui. Mais dans l'ensemble, quand il se prend quand même des grosses baffes, 3,5 Raph, 3,5 de par ma part, 3 pour Rafi, 3 pour Flo, 3 Richard. Et puis comme je vous ai dit, alors là, c'est encore impressionnant, c'est-à-dire que l'OM Nation Genève a mis la même moyenne à Douillet Kakar qu'à Thauvin, qui a mis aussi 1,3. Et on sent en fait, c'est intéressant, parce que nous, on essaie quand même de noter, on commence maintenant à connaître un peu cet exercice, mais on voit sur les réseaux sociaux, on voit une colère vraiment vis-à-vis de Thauvin. À chaque fois qu'on voit qu'il va peut-être signer un nouveau contrat, on voit qu'il y en a plein qui sont contre le fait qu'il devienne notre Totti à nous. Voilà, donc c'est vraiment difficile pour lui et on voit qu'il a vraiment du mal à se faire apprécier par à la fois les supporters et par la critique, quoi. Et enfin, Enrique, voilà. Donc Enrique paye aussi, je pense, effectivement sa place. Certains sont plus durs que d'autres. Par exemple, moi, je lui ai mis 5,5 parce que je trouvais quand même qu'au niveau de ses accélérations était intéressante. Et puis Richard lui a mis 6 quand Raph lui a mis 3 et Flo lui a mis 4, par exemple. Mais moi, je lui mets 3 depuis 2 matchs parce qu'il ne joue pas à son poste. Et là, il est pour rien, le pauvre. C'est ça. Quand on Mais quand même, dans les prises de balles, des fois, il n'est pas mauvais. Donc, et il y a eu 2 ou 3 actions. Alors, bien sûr, il est obligé d'être derrière et devant en même temps. Donc, ce n'est pas facile pour lui. C'est un poste qu'il n'a jamais joué. Et il démarre sa carrière et on le valdingue comme ça, oui, de mais tous les côtés. Quand il récupère le ballon, il est à 60 mètres du but. Donc, pour lui, c'est pas, c'est compliqué. Voilà. Mais voilà, il faut le tester à d'autres postes. Moi, j'aimerais revenir avec… Comme il l'avait mis à 2 ou 3 matchs, là, où il fait 4 passes décisives. 4 passes décisives, quand même. C'est pas rien pour le petit. Donc, voilà. Pourquoi on n'a pas laissé ça? Pourquoi? Moi, j'aimerais Merci. Moi, j'aimerais revenir à Pierre par rapport au cas de Thauvin, quand même. Tu en as parlé un petit peu rapidement, mais toi, qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut essayer de lui faire re-signer un nouveau contrat? Quelle est ta position par rapport à ce joueur? La position, elle est compliquée à connaître parce que tout est une question d'argent, tout est une question de finances et de moyens alloués par ma course sur la saison prochaine. Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'ai pas mal d'affection pour lui. Je l'ai côtoyé en équipe de France, j'ai beaucoup suivi les Bleus. J'étais là, je me souviens, à Andorre, je l'avais rencontré quand il a marqué son but, par exemple. Voilà, moi, c'est un joueur que je trouve excellent. Je trouve que c'est le joueur avec mandat le plus régulier des 5 dernières années à l'Olympique de Marseille. Je pense, pour le coup, je connais assez bien l'exercice des notes pour l'avoir vécu dans mes différentes rédactions. Je pense que si les notes sont dures, c'est parce qu'en fait, on en attend beaucoup de lui. Donc, c'est une note qui traduit la frustration. Oui. On se dit, Thauvin, il peut mettre 3 buts, alors que la note, par exemple, moi, Henrik, je mets une bonne note à Luis Henrique parce que je juge sur le match. Je juge Thauvin sur ce match-là.
avec ses possibilités, il peut faire mieux, mais il a fait quand même un match correct en fait. Il a fait un match correct à la Mosson. Lui, je pense que Thauvin est en train de savoir que le marché est très compliqué dans une saison post-Covid, une saison Covid, comme vous voulez. Il a un très gros contrat, un très gros salaire olympique de Marseille, à plus de 400 000 euros brut mensuels. Vu l'état du marché, ça va être compliqué pour lui de trouver un club qui peut à la fois lui garantir de jouer le top 5 dans son championnat, de titiller la Coupe d'Europe. Voilà, c'est pas un secret, je peux le dire, ça a été dit, l'AC Milan était sur lui beaucoup l'été dernier, un petit peu cet hiver, et il est de moins en moins, puisque l'AC Milan va se qualifier pour la Ligue des Champions, et je ne suis pas sûr que Thauvin ait envie de rentrer dans une rotation, d'être dans les 30 à l'AC Milan, plutôt que d'être dans le 11 à l'Olympique de Marseille. Je te remercie. Et voilà, se finit ce top flop, Rafi. Merci à toi, Chris. On passe à la 5e partie de cette émission avec toi, Richard. Ta séquence coup de gueule. Alors, cette semaine, petite innovation. Ça tombe bien, on était en train d'en parler. Donc, voilà. Voilà, alors un coup de gueule, mais un signe d'encouragement également. On t'écoute. Alors, oui, alors d'abord, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous en rappelez, je voudrais faire un petit peu mes encouragements à Payet parce qu'on l'a beaucoup critiqué. Moi, le premier, ces 6 derniers mois. Et là, bon, quand même, il faut reconnaître qu'il commence à donner quelques bons ballons et il y a beaucoup de coups de pied arrêtés qui entraînent des buts, notamment ce dernier but du petit Perrin. Donc, bon, il faut un petit peu l'encourager et au moins, il y a de l'efficacité. Voilà. Alors après, mon coup de gueule, on revient sur Flo. Parce que Flo, c'est un excellent joueur et là, il ne fait pas ce qu'il faut. Il ne montre pas son talent. Il n'y a pas d'efficacité. Alors, je suis d'accord qu'il n'a peut-être pas fait un mauvais match. Il fait des bons crochets. Il a fait une frappe. Si elle est dedans, c'est pareil. D'accord ? Mais il faut plus d'efficacité pour un joueur comme ça. Comme je le dis toujours, il faut qu'il porte l'équipe. Il faut que ça soit lui qui transcende l'équipe. Comment on peut le comparer à un Totti qui faisait quasiment pas de mauvais matchs ? Et d'un autre côté, on connaît sa qualité technique. On a envie de se rappeler un peu de Waddle quand on le voit jouer sur son aile droite. Pierre disait tout à l'heure, il n'est pas à son poste, d'accord, mais pendant des semaines, il a joué à droite aussi et il n'a pas été suffisamment efficace. Donc, je crois que ce garçon, il a voulu jouer trop avec le système mercantile du football pour avoir un bon poste l'année prochaine, que ce soit à un moment donné au Bayern, que ce soit à un moment donné au Milan et aussi à Séville. Et ces clubs ne le veulent plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se montrent pas professionnels. Il doit rester professionnel jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il doit montrer de l'efficacité. Il n'a pas le choix, c'est un joueur de haut niveau et il n'a pas le choix que d'avoir des résultats. Alors, bon, on peut encore lui laisser le temps, il ne faut pas être trop sévère encore une fois, mais là, ça ne va pas. Il y a aussi cette affaire avec Payet. Est-ce que vraiment il y a un antagonisme ? On n'a pas l'impression qu'ils jouent bien quand ils jouent ensemble. Donc, je veux voir Thauvin changer d'état d'esprit parce que les pieds, il les a. Les joueurs, s'il veut, je lui mets 2 aiguilles d'acupuncture. Ça va le calmer, ça va le déstresser parce que peut-être qu'il est trop stressé. Mais vous voyez, les aiguilles sont là. Non, je rigole un petit peu, mais voilà, il faut qu'il. Il est capable. Il est capable. Il n'est pas champion du monde par hasard. Il n'a pas été dans le groupe qui a été champion du monde par hasard. Alors Flo, oui. Si tu m'entends, on est à fond. On est à fond pour toi. Richard. Mais s'il te plaît, reprends le Flo que tu étais. Richard. Alors, merci Richard. Je voudrais demander déjà 2 avis à Pierre. Alors, Pierre, déjà, par rapport à Dimitri Payet, on ne t'a pas vraiment entendu. Comment tu trouves le garçon ces derniers temps ? Je pourrais parler, je dirais un mot après si ça ne vous dérange pas. Je répondrai vite fait à Richard sur Thauvin parce qu'il y a 2 ou 3 choses que j'ai envie de préciser si vous me permettez. Sur Payet, Payet, c'est tellement le baromètre à l'Olympique de Marseille sur le côté positif ou négatif, j'ai envie de dire. Je le sens, je vais souvent au Vélodrome, j'y suis beaucoup allé. Je trouve qu'il va mieux. On fustige toujours son poids. J'ai l'impression que Payet, s'il a 3 kilos de plus, il est nul. S'il a 3 kilos de moins, il est meilleur. Heureusement qu'on ne regarde pas nous tous ensemble tous les jours notre poids, parce que lui, le pauvre, il a ça. Non, je trouve qu'il est meilleur. Je trouve que voilà, Payet, il se bonifie. C'est quand même la marque des grands joueurs, je pense. Il se bonifie quand il y a des bons joueurs autour de lui. Là, il a Milik autour de lui. Il monte son niveau de jeu. Voilà. Je pense que s'il n'a pas passé un cap dans sa carrière encore plus haut, Payet, c'est qu'il n'arrive pas à être bon
dans les matchs avec moins d'enjeux ou avec un niveau moyen. Et les très bons joueurs, c'est d'être aussi très bons contre Liverpool en Ligue des Champions, mais c'est aussi d'être bon contre Lorient. Et j'ai rien contre Lorient parce que je veux merci. être bon contre Lorient en championnat. Donc voilà, Payet, il est fluctuant, mais là, il a retrouvé un très bon niveau. Et je mets de côté les histoires extrasportives de relations avec Thauvin, parce que bon, ça, on s'en fout. Ils s'entendent pas très bien, ça change pas grand-chose, je pense, sur le terrain. C'était plus dangereux il y a une certaine époque. Si tu en es sûr, Pierre. Moi, je sais qu'en interne, ça se passe bien mieux qu'à une certaine époque, et j'ai la sensation, en décryptant les matchs, que ça joue pas beaucoup sur le rendement sportif des deux garçons. Voilà, on n'est pas Messi, Griezmann qui font pas de passe au Barça. J'ai pas la sensation que Thauvin fait exprès de pas passer le ballon à Payet sur le terrain. Ok. Et pour le deuxième point que tu voulais nous dire par rapport sur Thauvin, mais Thauvin, il ne faut pas oublier qu'il est là depuis tellement longtemps. Thauvin, il était là, je me rappelle lui avoir parlé une fois, la campagne de 2013 de Ligue des Champions. Moi, je l'avais couverte pour l'équipe. J'étais à Naples, j'étais au Vélodrome contre Arsenal, contre Naples. Cette fameuse campagne, ils font 0 points sur 6. Thauvin, il est là, souvenez-vous, c'était en 2013, messieurs, c'était il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Alors, Thauvin, je pense qu'un peu comme Steve, il en a marre, d'accord. Il a les épaules qui sont lourdes, quoi. Alors, Richard, moi, je ne me permettrai jamais de juger la vie des supporters. En plus, je vous parle, je suis à Marseille, je les entends. Mais dire, t'es pas professionnel, c'est dur quand même. Franchement, c'est dur. Il est là, il va encore à la commanderie, il court, il fait ses 11 bandes sur le terrain. Qu'il soit pas, qui cadre pas ses frappes, qui marque pas des buts. Oui, on peut le dire. Mais on a l'impression, Pierre, le problème, c'est pas. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il s'en fout. C'est ça le grave, tu vois, cette impression de nonchalance, de dire, bon allez, je vais partir, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Nous, tu connais l'état d'esprit des Marseillais. On préfère quelqu'un qui va mouiller son maillot, quitte à perdre le match et qui va se donner à fond, mais qui va faire un match de fou, tu vois, quitte à frapper sur les poteaux, à rater. Mais lui, on a ce sentiment qu'on ne voit pas chez d'autres joueurs il a l'air de, tu vois, à certains moments, bon, allez, c'est pas grave, quoi. J'ai fait mon action, mais je l'ai raté. Non, mais quand Valère Germain joue et qu'il court 15 km par match, mais qu'il ne met pas un but, j'entends des critiques encore plus fortes sur Valère Germain que sur Thauvin. C'est insupportable. Il va sur le maillot, il le mouille le maillot. Donc, c'est un peu de poids, de mesure. Mais je comprends, vous l'aimez tellement que vous le critiquez beaucoup. C'est normal, c'est toujours comme ça. Oui, bien sûr. Merci, monsieur. Merci, monsieur. On va passer au jeu des pronos OM Lorient samedi à 17h. Alors, chacun votre pronostic, s'il vous plaît. On commence avec toi, Raph. Un partout. Flo. Pour moi, ça sera 2-1 pour Marseille. 2-1. Christopher. 3-2 pour Marseille. 3-2. Richard. 3-0 pour Marseille. 3-0. Et là, Flo, il va marquer, Flo. Pierre. 2 partout. 2 partout. Allez, moi, je vais dire 3-1 pour l'OM. On passe au dossier de la semaine avec toi, Chris. Donc, ça va être un petit quiz sur les joueurs dans les grandes finales européennes. Oui, alors en fait, on voulait faire un sujet de dossier sur les grandes finales de l'OM. On cherche aussi un sujet sur lequel on peut un peu s'amuser aussi avec notre invité. Donc, on s'est dit, tiens, essayons de faire plutôt un quiz. Comme ça permet d'être interactif et tout le monde comme ça peut participer. Donc en fait, ça va être très simple, c'est-à-dire qu'il y a Raph et moi qui allons poser les questions. Raph va s'occuper de la VAR en même temps, donc il va poser les questions en même temps, s'occuper de la VAR. Donc l'objectif, nous, ça va être de poser les questions assez lentement. Parce que c'est un peu comme question pour un champion, vous savez, c'est peut-être qu'au début de la question, vous allez peut-être déjà deviner qui est le joueur. Donc l'idée, c'est à chaque fois de deviner le joueur, de deviner le match aussi. Parfois, il est évident parce qu'on le dit, et parfois, en fait, on ne le dit pas. Et puis après, on va discuter juste quelques secondes après du match en question dont on a parlé, de cette fameuse grande finale que l'on aura évoquée. Donc voilà, Raph, est-ce que tu es prêt à la VAR? Je suis prêt, l'œil de Moscou est ici. Ok, parfaitement. Donc, on l'a bien pas on a la le bonne KGB. réponse. Hein. Voilà, j'allais le dire. C'est-à-dire que simplement, vous levez la main quand vous avez la réponse, et il faut essayer d'être fair-play, c'est-à-dire lever la main que si vous avez la réponse, hein, parce que sinon ce n'est pas juste. Et puis oui, on va faire une autre petite chose, on va faire 2 équipes de 2, donc je proposais en fait que l'on mette Rafi et Richard ensemble, et puis Flo avec Pierre, est-ce que ça vous convient? C'est mal tombé, Rafi. Parfait. Moi, c'est bon. Ok, alors on y va comme ça. Donc 2 équipes qui vont s'affronter, il y a une douzaine de questions.
Et donc, on verra qui va finir premier. Et puis vous, bien sûr, qui suivez l'émission, essayez de voir. Ça nous intéresserait de savoir combien vous arrivez à trouver de réponses. Donc, je commence. Alors, j'ai perdu assez largement cette finale avec mes coéquipiers. J'ai toutefois marqué le dernier but à la 85e minute, réduisant un peu le score. Je dois remercier Mendy d'avoir frappé au but. Je n'ai fait que finir le travail en reprenant son tir repoussé par Sirigu. Je suis belge. Rafi. Michy Batshuayi. Oui, voilà. Donc c'est Michy Batshuayi en finale de Coupe de France en 2016 contre PSG. Alors. Donc, à toi, Flo. Ah, vas-y, tu veux en parler? Non, à toi, Flo, c'est à toi. Alors, je joue lors du Trophée des Champions en Tunisie en 2010, au poste de milieu défensif. Rafi? Non. Non. Après avoir manqué l'ouverture du score juste avant la mi-temps, je crucifie Grégory Coupet sur le... Rafi? Giroud? Non. Je crucifie Grégory Coupet sur le dernier tir au but, permettant à l'OM de remporter 5-4. Flo? Mbia? Non, c'est pas NBA. Richard? Et moi, tu m'as pas vu? Richard, oui, je t'ai dit. Imboula? Non, mais en 2010. J'ai également joué pour les 2 équipes dans ma carrière. Pierre? Oh, c'est peut-être un peu. Ouais, je veux dire Modeste Mbami. Non. Flo, elle va lever la main ensuite. Édouard Cissé. Oui. Ouais, encore des questions dégueulasses, quoi. Édouard Cissé, qui a la particularité d'avoir joué dans les 2 clubs, dans les deux clubs rivaux, quoi. Ah oui, c'est vrai. Allez, maintenant, à moi de jouer. Alors, match cruel. L'OM n'a plus gagné de titre depuis 1993. Et je m'offre pourtant un doublé pendant ce match. Rafi. Non, pardon, excuse-moi. D'abord sur un centre de Nasri, puis de Maoulida. D'accord, donc Richard. Ribéry. Non mais. Non. Rafi. Djibril Cissé. Oui, voilà. Alors, il me semble que tu parles de la. Tu veux finir la question peut-être? Voilà, la finale de la Coupe de France contre de 2007 contre Sochaux. Voilà, tout à fait. Voilà. Ouais, finale contre Sochaux qu'on perd au tir au but, il me semble. C'est ça, à cause des ratés de Maoulida et de Zoubar. Alors là, ça devrait aller assez vite, je pense. Je suis le joueur du match du Trophée des Champions 2011, repartant à Rafi. André Ayou? Oui. Ça a été rapide. Alors, je finis quand même le... Alors, je suis le joueur du match du Trophée des Champions 2011, repartant même avec le ballon du match, fait marquant du match. Je marque 2 fois dans le temps additionnel et sur penalty. Je suis l'aîné d'une famille très connue à l'OM. Je joue maintenant en 2e division anglaise. Eh oui, André Ayou qui avait marqué un hat-trick. Rafi, tu peux nous laisser le temps, s'il te plaît? Mais te plains pas, te plains pas, Richard, il est dans ton équipe. Ouais, mais ça fait rien. On a envie de trouver, nous aussi. Bon, allez, à moi. Je fus blessé rapidement et je suis sorti à la 36e minute, même si j'aurais pu... Pierre. Payet en finale contre l'Atlético? Ah non, c'est pas celui-là. Même si j'aurais pu bénéficier d'un penalty pour faute de Mendy à la 18e minute. J'ai été remplacé par Oruma. Malheureusement, Fabien Barthez n'a rien pu faire sur les tirs de Dorasso et Kalou, qui les ont fait rapidement mener au score. Et qui leur a permis de gagner le match. Encore Ribéry. Non. Non. Et qui leur a permis de gagner le match malgré la réduction du score de mon coéquipier Maoulida. Mon surnom vient de Magistral. Rafi. Pagis. Voilà. Donc c'était Pagis en finale de Coupe de France 2006 contre PSG. Ouais, cette finale qui fait mal hein, qu'on perd contre Paris. On avait pas mal d'espoir de la gagner et elle fait mal. C'est ça. Ouais. À toi, Flo. Pagis, entre parenthèses, excuse-moi Raph,
Bah, je dis, c'était un joueur formidable. Je pense que tu t'en rappelles, Pierre, qui mettait des buts exceptionnels, hein, des buts venus d'ailleurs. Hein. Une classe, une élégance. C'est pas neutral, donc. Voilà, il avait une élégance, Pierre. Avec Jérôme Leroy, ça faisait partie des esthètes des années 2000. C'est vrai, c'est vrai. Alors, question suivante. Je suis très connu à Marseille, mais je suis aussi malheureusement connu lors de cette finale à Bari comme étant le premier joueur à rater mon tir au but. Richard. Amoros. Ouais, Richard. Richard. Et l'autre chose, c'était, on dit aussi de moi que je suis l'un des meilleurs latérales droits de l'histoire olympienne. Alors, cette finale à Bari, après la finale, Bernard Tapie avait dit « J'ai compris comment les erreurs que j'ai faites. La prochaine finale, on la gagnera. » Et ça a été chose. Alors, 4e question pour moi. Je tiens dans mes mains le premier trophée depuis 1993. Flo. C'est Mandanda. Ouais, bah alors, ça peut être n'importe quel joueur là. Rafi. Bah, Mamadou Niang, qui soulève la coupe. Non, attendez. Non. Je suis remplacé Elle n'est par. pas claire cette question. Mais attendez, c'est la toute première phrase, il y en a 4. Je suis remplacé par Fabrice Abriel à la 75e minute. Je joue un rôle essentiel lors de ce match en donnant notamment une passe décisive. Rafi. Lucho. Qui ça? Lucho Oui, Gonzalez. c'est cela. Pas bien. El Alors, Comandante. El Comandante, tout à fait. Alors, du son, c'était la fin d'ailleurs. Mon surnom est El Comandante. Voilà, je joue un rôle essentiel lors de ce match en donnant notamment une passe décisive sur la tête de Diawara à la 62e minute. Les 2 autres buts de l'OM de ce match seront de Valbuena à la 66e minute et sur un travail d'ailleurs de Ben Arfa et un contre son camp de Chalmé à la 77e minute. Voilà. Pierre, tu as des bons souvenirs de Lucho de ces premières années à l'OM? Je suis devenu proche de Ben Chirou à Téléfoot. On se voit souvent, on court ensemble assez souvent. Donc voilà, Benoît, il a toujours des étoiles dans les yeux quand il parle de ce titre de champion. Et encore plus quand il parle de Guéret d'ailleurs. Il a pris un petit attrait avec Guéret. Mais voilà, oui, Lucho Gonzalez, je commençais un peu à bosser. C'était ce titre de 2010, la Canebière qui était pleine. Ouais, je me rappelle bien. Donc ouais, c'était la finale contre Bordeaux, donc en Coupe de la Ligue en 2010. Merci Deschamps. Allez, Raph. Alors, Toi, là, ça va aller très très vite, je pense. Je suis très connu pour mes larmes versées à Munich. Oui. Rafi. Ouais, mais Rafi a été... Voilà, c'est Basile Boli, ouais. De toute façon, on est dans la même équipe, c'est pas grave. Donc voilà, c'était juste cette phrase-là. Je suis très connu Eh oui. pour mes larmes versées face aux supporters à Munich en 93. Voilà, qui disait « Je pleure pas ». Un soir où je trouve le poteau à la 32e minute. Je suis remplacé à la Rafi. 90e. Rafi est inarrêtable ce soir. Germain? Non. Je suis remplacé à la 90e minute par Jordan Ayew. Je fais partie d'un trio d'attaquants avec André Ayew et Gignac. On gagne ce match finalement 1-0 en fin de match grâce à Tai Taiwo. Qui suis-je? Richard. Jordan Ayew. Non. Alors Pierre. Brandao. Non. La Branda de dos. Vraiment, le point important, c'est qu'il trouve le poteau à la 32e minute. Hein. Et ça, je m'en souvenais, moi, en plus. Relis peut-être le truc. Maurice. Non. Alors, je vais vous dire le match. Donc, c'est la finale contre Montpellier en Coupe de la Ligue en 2011. J'étais au match. Alors, J'ai confiance en toi, Pierre. Oh, Rafi, tu calmes. Ouais, là, j'ai le cerveau qui fatigue. Tu peux relire la question depuis le début, peut-être? Alors, un soir où je trouve le poteau à la 32e minute, je suis remplacé à la 90e minute par Jordan Ayew. Je fais partie d'un trio d'attaquants avec André Ayew et Gignac. On gagne ce match finalement 1-0 en fin de match. Ah. Loïc Rémy? Non, Abriel. Pierre. Niang. non plus. Bon, allez. C'est Valbuena. Valbuena? Ah, trop tard, désolé. Mais Valbuena, il est pas attaquant. C'est Valbuena, ouais. Ah oui, Le trio d'attaquants, Valbuena. c'était Valbuena, il est pas Valbuena. attaquant, il est milieu. Ah, tu jouais Valbuena, André Ayew et Valbuena, Gignac. mais oui. On n'a pas pensé à lui. Allez, J'y à ai toi, pensé, Flo. mais je me suis dit non. Eh non, c'est pas le Messi. Mais venu après, ouais. Pas grave, ça arrive, même au meilleur. Alors, j'ai porté le maillot olympien durant 2 saisons. Je suis un gardien de but
J'étais titulaire lors d'une finale de la Coupe UEFA. Pierre? Gavanon? Non. Rafi? Stéphane Porato? Oui, Stéphane Porato. Et puis ma phrase d'après, c'était j'ai participé au Talking OM Geneva aussi. C'est vrai, il est venu. Eh oui, Stéphane Porato, qui est un fidèle, qui est un de nos fidèles, et on le salue s'il nous regarde. Allez, à moi. Dans cette finale, je rentre pendant les prolongations à la 97e minute et je marque à la 105e. Donnant l'unique but et la victoire à l'OM, j'ai remplacé Loïc Rémy à bout de force. Rafi? Brandao? Oui, Brandao en Coupe de la Ligue 2012 contre Lyon. Victoire à 1-0. Notre grand attaquant de l'époque. Ne rigole pas qu'il marquait des buts. Il a même marqué contre l'Inter de Milan en Coupe d'Europe. Eh oui. Il a marqué des buts importants. Il avait pas toujours, Pierre, il n'avait pas l'élégance et la classe de Pagis, par exemple, surtout pour un Brésilien, parce qu'on lui reprochait. Il est métricoté. Il n'avait pas ça dans son jeu, mais il nous a fait gagner des matchs. Il a été bon à Saint-Etienne également. Hein. Ouais, puis très bon camarade, ce que disait Loïc Perrin, qui l'a côtoyé à Saint-Etienne, qui me disait que c'était un très bon gars dans un vestiaire. Ouais. Mais attention, il faut voir comment il pesait sur les défenses. Il est tué les défenseurs. Il est massacré tout le match. C'était un attaquant très pesant. À toi, Flo. Non, toujours pas. Raph. Non, désolé, à toi, Raph. Alors, je suis très décrié dès le début de mon aventure olympienne en 2017. Je ne fais mon entrée lors d'une finale qu'à la 74e minute. Rafi? Mitroglou? Parfait, c'est un sans faute de Rafi. Ouais. La suite de la question, c'est... C'est pas Rafi, c'est Rafinha. La suite de la question, c'était: je manque de peu de faire basculer le match dans un autre contexte avec mon tir de la tête qui finira sur le poteau à la 81e. Souvent, on s'est demandé si je n'avais pas laissé mon âme d'attaquant du côté de Lisbonne. Eh oui. Mitroglou, un attaquant assez perplexe, Pierre. Bah ouais, mais c'est vrai que quand on voit ce qu'il a fait à Lisbonne en équipe de Grèce, c'est du gâchis. Mais après, moi je l'ai beaucoup et longtemps défendu et il faut juste admettre que l'aventure s'est mal passée et qu'il n'avait pas le niveau pour continuer. Alors, donc, le score est sans appel. On est à 2 points du côté de l'équipe de Flo et Pierre. Et du côté de Rafi et Richard, 11 points. Merci, non, Richard. on s'est bien battu, Pierre. On s'est bien battu. Alors, Rafi, il a trouvé tous les livres d'Europe, il les apprend la nuit, tu sais, toute la nuit. Non, j'avais pas révisé, promis. Allez, on passe à la. Merci Raph et Chris. On passe à la dernière partie de cette émission. Les questions pour Pierre. Donc, on va commencer avec toi, Flo. Pierre, comme l'a dit Rafi au tout début, tu es passionné de foot. On sait que tu es supporter de Grenoble, mais est-ce que tu regardes d'autres sports? Alors bon, mon petit péché mignon, et si tu veux m'inviter à ma position pour faire rire tes potes, tu viens me parler de tennis de table parce que j'ai longtemps joué au ping. Et voilà, j'adore le ping-pong. Je connais bien ce sport. J'ai eu la chance de le commenter et tout ça. Donc voilà, ça c'est pas énormément diffusé. Mais si je peux voir du ping ou parler ping ou même aller voir du ping dans des salles en France, je le fais. On passe à toi, Chris. Ouais, moi, ma question, en fait, c'est de savoir quel est ton championnat de football préféré en Europe. Alors là, c'est sans appel, c'est clair, et j'ai aucun souci à le dire, c'est la Ligue 1. Voilà, je préfère voir un match de milieu de tableau de Ligue 1 que de Ligue A. Je prends du plaisir à voir du foot étranger. Mais c'est mon feuilleton, c'est ce qui me guide depuis 12 ans que je travaille, c'est ce que je connais mieux. Voilà, donc la Ligue 1, c'est vraiment ce que je regarde le plus et avec le plus de plaisir. Richard, ta question, s'il te plaît. Moi, je voudrais savoir si tu as une anecdote croustillante d'interview ou une petite histoire marrante avec des joueurs, tes copains parmi les joueurs. Et aussi, si tu préfères commenter des matchs ou si tu préfères faire des talks, comme avec l'équipe 21, etc. Je répondrai à la fin ta deuxième partie de question. Moi, le plus important, c'est d'être en contact direct avec les joueurs. C'est pour ça que j'ai fait énormément de terrain à l'équipe avant d'aller à Téléfoot. Je devais faire 60 matchs par an au stade, donc ça me faisait voyager en France, à l'étranger avec les Champions, avec les Bleus. Et ça répond aussi un peu après la partie de ta question. Je fais aussi ce métier pour pouvoir voyager. J'ai eu la chance de faire des matchs en Arménie, en Biélorussie, au Brésil, en Islande, faire des pays improbables. Je suis allé 2 fois dans ma vie en Biélorussie. Et voilà, sur l'anecdote,
j'ai eu la chance de couvrir pour l'équipe la cérémonie du Ballon d'Or à Zurich, que vous connaissez bien, du coup, vous, Miss Suisse. Donc, j'allais à Zurich 48 heures en janvier. J'ai fait ça 7 ou 8 années de suite. Voilà, c'est mes meilleurs souvenirs parce qu'on avait la chance de diffuser la cérémonie sur l'équipe et quand le Ballon d'Or sortait de scène, donc Messi Ronaldo, parce que j'ai eu que Messi Ronaldo, même si j'ai fait Modric au Grand Palais, donc Messi Ronaldo recevait le Ballon d'Or sur la scène, ensuite il sortait et peut-être 5 ou 6 minutes après, il venait à mon micro en one-to-one. Donc voilà, c'est un peu les moments que j'ai eu le plus de pression, mais c'était aussi les meilleurs moments parce que quand Ronaldo arrive à reconquérir le Ballon d'Or après l'hégémonie de Messi, voilà, il arrive à côté de moi, il pleurait véritablement, il avait sa maman, il pleurait vraiment. Donc voilà, c'est des moments forts parce que Zurich, ça permettait de rencontrer les meilleurs joueurs de tous les temps. C'était un peu notre festival de Cannes, donc c'est mes meilleurs souvenirs. Et puis pour finir, il y avait les anecdotes avec les supporters. Bon, là, je pourrais vous en écrire un bouquin, mais voilà, les supporters qui me tripotent en direct, qui me lèchent l'oreille ou me mettent des doigts mal placés, j'en ai eu beaucoup. À toi, Raph. Moi, j'ai une question. Avec quel chroniqueur as-tu préféré travailler durant ta carrière? Ouah, tu veux me mettre en difficulté, toi. Tu veux que je me fâche? Du moins, c'est sympa. Ouais, alors je vais vous dire, je sais que j'ai déjà fait cette réponse il n'y a pas longtemps pour une émission un peu comme la vôtre, et je le dis, je cite souvent son nom parce que ça fait réagir. C'est Raymond Domenech, voilà, parce que Raymond Domenech est une personne extraordinaire humainement, et j'ai eu la chance de lui dire et de le dire. Et voilà, j'ai pris énormément de plaisir à bosser avec Raymond. J'ai eu la chance j'avais monté un entretien Domenech Deschamps il y a 2 ans à Monaco. Et voilà, Raymond est une personne avec un énorme cœur. Quand je suis parti de l'équipe, il m'a dit des mots qui m'ont le plus touché. J'ai eu beaucoup de mots gentils. Donc, je vais te dire Raymond Domenech. Il y en a eu d'autres. J'ai adoré boire des bières avec Mikou, courir avec Chirou, parler de synthé avec Loïc Perrin. Mais Raymond, c'est quelqu'un que voilà, j'apprécie beaucoup. Et je le dis parce qu'il a souvent une mauvaise opinion publique. Donc, ça me permet de réhabiliter un petit peu l'homme. Je ne parle pas d'entraîneur, chacun aura son avis. Mais l'homme est très bien. Alors, Pierre, Ok. moi j'ai ma question, si tu le permets, juste avant de clôturer cette émission. Tu as déjà une très très belle carrière de journaliste, malgré ton jeune âge. Quand tu as commencé ta carrière, quel était est-ce que tu avais un modèle de journaliste particulier? Il y avait quelqu'un qui t'avait vraiment inspiré et qui continue à t'inspirer aujourd'hui? J'avais pas envie de dire inspiré parce que ça fait comme si j'essayais de copier quelqu'un. Je vais plus vous dire parce que si on aime le foot et si ce soir on fait une émission ensemble, c'est parce que il y en a qui sont plus jeunes, plus âgés. Je dis pas ça pour toi, Richard, mais c'est parce que quand on a été enfant, on a mis le foot à travers des choses qu'on a vues. Voilà, moi j'ai grandi avec France 98, j'avais 12 ans, donc les 98 font partie des gens. Et quand je vois encore, j'ai la chance, l'immense joie de connaître aujourd'hui France 98. Mais ils se rendent pas compte que quand je leur serre la main, que je leur fais la bise, j'ai toujours une émotion énorme. Mais j'aurais plus de plaisir à croiser Lizarazu que croiser Messi, franchement. Et donc, pour revenir sur l'aspect journalistique, moi, j'ai grandi en écoutant Thierry Roland et Larquet. Alors, évidemment qu'on peut aussi parler du caractère de l'homme, de la face sombre de l'homme. Mais moi, Thierry Roland, c'est la voix qui m'a bercé quand j'étais gamin. Donc, quand j'étais petit et quand j'étais dans la cour d'école dans mon quartier à Grenoble, je disais que je voulais commenter les matchs comme Thierry Roland. Voilà, donc j'essaie pas de copier Thierry Roland, mais c'est ces personnes-là qui m'ont permis d'éveiller ma conscience professionnelle et me dire, voilà, un jour, j'aimerais essayer de faire du journalisme parce que quand j'écoute Roland, ça me fait quelque chose au cœur, quoi. Eh oui, c'est la voix qui m'a bercé aussi. Et puis je me souviens ce 12 juillet 98 qui disait on peut mourir tranquille après cette finale. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Pierre, c'était aussi. C'est le seul journaliste qui traite un arbitre de salaud quand même. Il faut le faire quand même. À l'antenne, en direct. Eh oui, c'est vrai. Il y avait que lui pour faire ça. Pierre, c'était également une grande émotion de t'avoir avec nous. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Je me suis régalé. Voilà, je connais moins l'OM que vous, mais j'ai essayé de vous donner mon avis avec le plus d'objectivité possible. Il a été parfait, ton avis. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toute l'équipe du Talk et merci à vous de nous suivre chaque semaine. On se dit à la semaine prochaine. Salut, bye bye. Merci.